grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Haloud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. AES CEDEAO vers une lutte commune contre le terrorisme, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. La Confédération AES et la CEDEAO ont convenu d'unir pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'était la semaine dernière lors d'une réunion à Bamako entre les ministres des Affaires étrangères de l'AES et le président de la commission de la CEDEAO. Ils ont également recommandé de préserver les acquis de l'intégration sous-régionale et la libre circulation des personnes et des biens, une décision qui intervient au moment où l'AES annonce la création de sa propre banque confédérale pour l'investissement et le développement BCI2AES. La confiance est-elle rétablie entre l'AES et la CEDEAO? Comment comprendre cette nouvelle posture de deux parties de lutter ensemble contre le terrorisme? Autant de questions et tant d'autres que nous allons poser à nos invités de ce numéro de Grand Dialogue. Dr Bakabeni Keita, enseignant-chercheur à l'INSUP, École normale supérieure. Cheikh Oumar Soumanou, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance. Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. À la modération de cette émission, Imran Kilomaïga, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. D'abord, une question de tour de table. On va commencer avec vous, Cheikh Oumar Soumanou. Quelle lecture faites-vous de cette première rencontre directe entre la CEDEAO et l'AES? Merci bien, Imrana, pour cette question. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir à mes co-débatteurs. Vous savez, cette situation me surprend guère, parce qu'il fallait s'y attendre. Il y a plein de mauvaises langues qui ont pensé que c'était la rupture totale entre l'AES et puis la CEDEAO. Vous savez, pour ceux qui analysent bien la géopolitique et qui ont compris le rôle de ces trois pays initialement qui jouaient dans la CEDEAO et qui se sont mis ensemble dans une confédération, parce que c'est une confédération, ce n'est pas une organisation internationale. Donc il faut que les gens comprennent cela. Le Mali, le Burkina et le Niger ont créé un État confédéral. Donc ce n'est pas une organisation internationale, une organisation sous-régionale, c'est un État confédéral. Et qui gèrent ensemble tout ce qui est développement, tout ce qui est diplomatie et tout ce qui est défense. Et donc, de mon point de vue, ça ne devrait pas surprendre. Et je salue d'ailleurs cette clairvoyance des deux parties, l'AES et la CEDEAO, ce rapprochement qui va rassurer, de mon point de vue, les populations, et surtout les populations de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il est question justement de préserver, comme cela a été indiqué, les acquis. Et moi, je vois des jours meilleurs. Je vois que toutes les préoccupations des uns et des autres seront prises en compte, surtout la libre circulation des personnes et des biens. Parce qu'à un moment donné, les gens ont paniqué en pensant même que pour se déplacer dans un pays voisin, il serait question de prendre le visa. Bon, je pense qu'aujourd'hui, la question n'est plus d'actualité. En tout cas, moi, je fais confiance à l'intelligence et puis surtout aux compétences de nos autorités. Mais ce qui est important, et je pense que ça, il faut mettre ça à l'actif de l'AES, c'est qu'aujourd'hui, l'AES a pu s'imposer à la CEDEAO parce qu'au départ, si vous regardez un peu leur posture au départ, c'était de dire le Mali, le Niger et le Burkina. Difficilement la CEDEAO prononçait le nom AES. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est devenu une réalité. Ça s'est imposé d'elle-même à travers, en tout cas, la pertinence de notre confédération. Alors, docteur Touré, vous faites quelle lecture? Pour lui, il s'agissait d'un rapprochement rassurant et il voit également de meilleurs jours. Quelle lecture vous faites de cette première rencontre d'abord? Bon, la première lecture qui pourrait s'imposer, c'est qu'on constate qu'il y a les deux entités dans la même sous-région. C'est-à-dire qu'en Afrique de l'Ouest, désormais, on a l'AES, on a la CEDEAO. Ce qui prouvait la suffisance, c'est si vous avez suivi un peu les rencontres, il y avait les logos, les drapeaux AES et les drapeaux CEDEAO à côté. Et pour rejoindre Soumanou, un pas ou une grande victoire pour l'AES parce que la réunion s'est tenue à Bamako avec l'ensemble des trois ministres. Donc il n'est plus question de partir de façon isolée. Maintenant, si on revient au rapprochement même, pour moi, 4 éléments principaux peuvent justifier, notamment l'interdépendance régionale. Si vous voyez que nous avons la libre circulation des personnes et des biens,
ce qui est crucial pour l'AES et est un acquis pour la CEDEAO. Donc c'est premier pour l'interdépendance régionale pourrait justifier ces rapprochements. Tu l'as souligné au début de l'introduction, les défis sécuritaires. Quand on parle du terrorisme, forcément une cohabitation, une collaboration, de la coopération transfrontalière entre les États. Le troisième point, c'est plutôt les effets de médiation. N'oubliez pas que FOIR a fait un travail énorme. Diomaye aussi a fait un travail exceptionnel qui avait à son temps en juillet, proposé jusqu'à en juillet, même au-delà de maintenir l'AES et pour ne pas désintégrer la CEDEAO. Mais il n'est pas rentré en profondeur. Maintenir l'AES en tant qu'entité ou en tant que sous-groupe. Moi, je préconisais que l'AES évolue seule, la CEDEAO évolue seule. Maintenant, pour le troisième point, le quatrième point plutôt, c'est le maintien dans l'UOMA. Tant que nous sommes dans l'UOMA, il est question que la CEDEAO ou bien l'AES travaillent ensemble. Parce que si l'UOMA se désintègre, c'est qu'il va forcément fausser un peu les calculs de ceux qui veulent nous amener vers l'ECO, juste vers la fin du franc CFA. Donc ces 4 points pourraient justifier pour un départ le rapprochement, la dépendance régionale, les défis sécuritaires, les effets de médiation. Et pour finir, nous avons aussi ce qu'on appelle le maintien dans l'UOMA. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas quitté l'UOMA, on est obligé de travailler ensemble. D'accord. Baka Béni, vous avez une lecture différente de cette première rencontre directe entre la CEDEAO et l'AES depuis l'annonce de la sortie de l'AES de cette organisation sous-régionale? Non, je n'ai pas une lecture particulière. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation, l'ensemble de vos collaborateurs. Je salue aussi mes co-débatteurs ainsi que l'ensemble des téléspectateurs de Studio Tamani et de toutes les chaînes aussi qui sont affiliées à votre chaîne, quoi. Ceci dit, la rupture entre la CEDEAO et l'AES, c'est impossible au regard de l'histoire. Quand vous prenez l'histoire, on sait que ces pays sont les mêmes. Quand vous prenez la culture, ces pays sont les mêmes. Vous prenez la géographie, c'est des pays voisins. Donc vous prenez également la nécessité de commerce entre les États, donc qui ne peut pas faire autrement. Donc le premier partenaire commercial d'un pays, c'est son voisin direct. Et donc l'AES, c'est le voisin direct des pays de la CEDEAO et inversement. Et donc ces pays sont également interprétés de telle manière, en plus de l'histoire de la culture, et donc forcément, il y a également la nécessité également de la libre circulation des personnes. Donc là aussi, tout ça indique clairement que ça ne pouvait pas être autrement et qu'il faut effectivement faire en sorte que, en tout cas, les conditions d'une bonne collaboration entre l'AES et les États de la CEDEAO. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, peut-être en dernier point, c'est aussi le fait que de plus en plus, le terrorisme n'est pas le problème seulement des 3 États. Nous allons parler de la lutte contre le terrorisme. Des États de l'AES, est-ce que permettez-moi, mais de plus en plus, il y a des pays aussi de la CEDEAO qui sont touchés, et notamment le Bénin, le Togo, même de plus en plus la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée. Donc il y a des menaces partout. Et donc face à cette situation, donc il est clair que donc une synergie d'action est tout à fait utile pour ces pays-là. Peut-être qu'il y a des questions peut-être qui peuvent fâcher entre ces 2 entités, l'AES et la CEDEAO. C'est des questions par exemple politiques comme la démocratie, l'organisation des élections. Donc ça, ce sont des points sur lesquels certainement ça va être extrêmement difficile qu'ils s'entendent. Parce que les pays de l'AES sont dans une posture où, de plus en plus, voilà, la posture générale adoptée, c'est qu'il n'y a pas d'élection d'ici 5 ans, et peut-être même probablement dans 10 ans, alors que de l'autre côté, ils ne jurent que par les élections. D'accord. On parle de rapprochement rassurant, une victoire pour l'AES, une interdépendance régionale et les effets de la médiation selon les intervenants. Est-ce une phase de décrispation de la crise entre les 2 parties? Bon, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est Soumano qui l'avait dit,
que des gens avaient imaginé le pire quoi, entre les deux entités. Vous savez, la politique, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, parfois, il y a assez de bruit, mais en douce, la diplomatie continue à faire son chemin. Donc, la rupture radicale entre les deux entités, je l'avais dit, moi, je ne crois pas du tout, même si le discours arrivait à s'envenimer beaucoup plus que ça. Donc, ces entités, ces pays sont condamnés à aller ensemble. Ils ont été condamnés par l'histoire, par la culture, par la géographie, par l'économie, le commerce en particulier. Donc, ils ne peuvent pas faire autrement que de se concerter, en tout cas, sur des questions d'intérêt commun. Et la lutte contre le terrorisme, mais pas que ça. La libre circulation des personnes et biens, donc les relations commerciales, ils sont obligés de faire. Maintenant, je ne crois pas qu'on puisse aller à dire que c'est une victoire de l'AES. Bon, victoire au sens où, à un moment donné, donc, il était question de ne pas les reconnaître, de ne pas reconnaître l'AES. Et même là encore, je crois qu'au départ, ils sont pas la CEDEAO n'est pas dans une posture à reconnaître l'AES en tant que telle. Donc au départ, je crois que l'invitation, ils voulaient travailler de 1 à 1 avec les 3 pays. Et je pense que c'est les pays membres de l'AES qui ont exigé à ce que les 3 pays travaillent en commun ensemble avec la CEDEAO. Et donc je ne pense pas qu'on puisse qualifier de victoire cet état de fait. C'est le temps peut-être qui va nous montrer ça. Et je crois que on en parle là certainement pour qu'on puisse l'AE puisse, parce que pour le moment moi je ne vois que des questions qui appartiennent à ce que l'autre appelle la superstructure. Pour que l'AES puisse vraiment être battue durablement, donc il faut vraiment travailler sur l'infrastructure. C'est-à-dire que sur les questions économiques, financières. Donc, je pense que ce sont ces questions qu'il faut travailler. Or, ce que je vois, ce sont ces questions qui traînent. Donc, ce que l'AES a mis aux dépenses, c'est les questions de diplomatie, c'est les questions politiques, et donc les questions économiques et financières, peut-être de façon latente, de façon cachée. Donc, ce travail est en douce. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a une forte nécessité donc vraiment qu'on accélère sur le plan économique et financier. Ok. Pour le Mali, le Burkina Faso ainsi que le Niger, la CEDEAO sous l'influence étrangère de puissances étrangères est devenue une menace pour ces États membres et ces populations dont elle est censée assurer le bonheur. Qu'est-ce qui aurait changé entre-temps? Vous savez, il y a eu une remise en cause. Une remise en cause parce que, quelque part, personne ne trouve à redire par rapport à la position du Mali, du Niger et du Burkina, par rapport au retrait. Et les causes qui ont été, les raisons qui ont été avancées, je dirais, de mon point de vue, personne ne les a remises en cause. Au contraire, je pense qu'au sein même de l'AES, il y a une remise en cause. Ensuite, ce qu'il faudrait noter, peut-être pour un peu répondre à M. Keïta, le fait de dire qu'il a comme l'impression qu'il y a une espèce de train dans la construction, dans l'édification des infrastructures. Vous savez, encore une fois, moi je dis aux gens que la confédération, l'édification d'un État confédéral ne va pas au même rythme que l'édification d'une organisation sous-régionale ou une organisation internationale. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la stratégie qui a été adoptée, qu'est-ce qui a amené aujourd'hui la CEDEAO à respecter ces 3 pays? C'est parce qu'il y avait un seul interlocuteur qui parlait pour les 3, aussi bien au niveau des Nations Unies, aussi bien au niveau de l'Union africaine et sur toutes les scènes internationales. Et je pense que là, il faut tirer chapeau au ministre des Affaires étrangères du Mali qui a vraiment supporté la voie pour les 2 autres pays. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'une décision est prise, systématiquement, les autres suivent dans la même logique, en tout cas sur le point diplomatique. Donc c'est ça qui fait que l'AES a compris que, la CEDEAO a compris qu'il n'était pas opportun pour elle de pouvoir gérer au cas par cas la situation du retrait. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, aujourd'hui, l'annonce de la création de la BID, de la Banque de développement de la Confédération AES. Aujourd'hui, nous avons des modèles parce que nous avons la chance
que des Maliens ont occupé de hautes fonctions dans la BIDC dans laquelle on s'est retiré. Donc il y a aussi bien des Nigériens, il y a aussi bien des Burkinabés qui ont cette compétence-là. Et donc, c'est tout simplement un transfert, je dirais, de responsabilité et de pouvoir. Et la question qui peut être indiquée, ça c'est le financement de cette institution. On va en parler plus tard. Alors, les deux partis ont convenu de lutter efficacement contre le terrorisme. Comment comprendre cette nouvelle posture? Pourquoi maintenant? Ben, je pense que M. Keïta l'a dit. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri des attaques terroristes. C'est vrai que c'est beaucoup plus ressenti au Mali. Au départ, en 2000, quand le président Feu a été alerté, personne ne le prenait au sérieux. Et aujourd'hui, vous avez vu, le phénomène a une propagation. Le Nigeria, qui a la première puissance militaire ouest-africaine, n'est pas parvenu à bout des attaques terroristes, des velléités terroristes. D'autres pays qui semblaient être loin justement du phénomène sont concernés, il l'a cité. Donc moi je me dis, aujourd'hui, l'un des talons d'Achille également de la CEDEAO, c'est d'avoir négligé, de ne pas prendre la mesure de la menace terroriste. Et au lieu de prendre cela, elle s'est beaucoup plus agrippée sur des questions qui, de mon point de vue, ont constitué son propre problème. Parce qu'aujourd'hui, si on est très regardant sur le non-respect d'un certain nombre de principes dans la CEDEAO, notamment les questions politiques, etc. Et au même moment, on oublie que la survie même d'un État est liée à la question sécuritaire. Et puis, mais au même moment, ces pays reprochaient pourtant à la CEDEAO de ne leur apporter aucune assistance dans leur lutte contre le terrorisme. Mais c'est ce que j'ai dit. J'étais dans la même dynamique que quand vous m'aviez coupé. J'ai dit que la CEDEAO n'a pas pris la mesure. Parce qu'aujourd'hui, quand le Mali était attaqué avec des séparatistes, ensuite par l'attaque djihadiste, la CEDEAO, elle est restée comme si un non-événement. Après, on a vu la question au niveau du Burkina, au niveau du Niger, même au Nigeria. Et regardez le Nigeria qui a connu le phénomène avant tous ces pays-là. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a fait pourtant? C'est le Nigeria qui abrite le siège de la CEDEAO. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui a été fait, de mon point de vue, je pense qu'on peut dire qu'il y a une espèce de remise en cause. Et ça va permettre à la CEDEAO de se remettre en cause et de définir des politiques prioritaires pour pouvoir véritablement faire face aux préoccupations et aux aspirations d'abord de ses dirigeants, mais également des peuples de la CEDEAO. Docteur Ahmadou Touré, l'AES et la CEDEAO ont décidé de lutter efficacement contre le terrorisme. Pourtant, l'AES accusait la CEDEAO de ne pas assister, de ne pas l'assister dans sa lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce qui aurait changé maintenant? Pourquoi maintenant? Bon, on dit généralement on oublie les problèmes lorsqu'on on se rappelle les autres, parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, parce que la CEDEAO, pour elle, pensant que le terrorisme va aller se limiter, que le terrorisme n'a pas de frontières, le terrorisme n'a pas d'amis. Donc pour rejoindre un peu ce que tu es en train de dire, parce que actuellement le problème qui existe au sein de la CEDEAO, c'est des problèmes de questions sécuritaires. Parce que nous avons vu le cas du Tchad, pour que le Tchad a demandé au retrait des bases étrangères sur son territoire. Nous avons le cas du Sénégal bientôt, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Parce qu'un pays est un pays lorsque le pays arrive à assurer la sécurité sur l'ensemble de son territoire. Donc parmi les souverainetés, ceux qui n'ont pas bien compris l'AES ont compris que depuis le départ, l'AES était dans une situation de cruciale d'existence, sinon de survie, due au terrorisme. Donc, c'est-à-dire l'espace que l'AES a pu créer, générer un espace commun de lutte contre le terrorisme. Ce qui a porté ses fruits, notamment nous avons les patrouilles mixtes, nous avons la force unifiée, nous avons les manœuvres ou les patrouilles mixtes, notamment avec l'AES et des pays tels que le Sénégal, le Mali. Nous avons le cas du Tchad. Nous avons beaucoup de pays qui travaillent de facto avec l'AES dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Nous avons vu aussi que des puissances d'autres pays sont venues au Mali pour s'imprégner du modèle malien. Donc, dans cette lutte contre le terrorisme, la CEDEAO n'a pas le choix, tel que l'AES n'avait pas le choix, parce que récemment, les récents développements montrent que... Quand vous dites que l'AES n'a pas le choix, la CEDEAO n'a pas le choix, pourtant, l'AES a qualifié certains pays de la CEDEAO de déstabiliser son espace. Pourquoi
maintenant, des pays que vous qualifiez de déstabilisateurs, vous acceptez encore de lutter efficacement contre eux? Est-ce que l'AES est en train de montrer ses limites de la lutte contre le terrorisme? Bon, loin de... C'est une très mauvaise lecture, pensant que l'AES a... J'ai dit, l'AES n'a pas le choix, pour moi, veut dire que pour une lutte commune, il faudrait coordonner les actions pour que la lutte puisse être efficace. Mais est-ce que l'AES va accepter des pays, entre guillemets, qualifiés de déstabilisateurs, rentrer dans leur système sécuritaire? Là, c'est notre point de vue. Le discours peut être dit et fait, mais en réalité, il y a toujours des velléités de méfiance, de confiance. Il y a vraiment une méfiance qui est là, de confiance. Il y a aussi ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Parce que l'AES est à s'allier, parce que dans ce cas de lutte contre le terrorisme, l'AES est en avant par rapport à la CEDEAO. Parce que la CEDEAO avait dit quoi? Elle avait une force antiterroriste, je ne sais pas, force anti... Je sais pas quoi, en attente, mais qui a montré ses limites telles que le G5 Sahel, qui attendait les financements. Par contre, la force unifiée de l'AES, qui est une force autonome, une première en Afrique, 100% africaine, qui a son autonomie financière, qui a déjà montré, sous forme de patrouille, a montré ses résultats. Donc quand on dit que l'AES n'a pas le choix, ça veut dire que souvent, il y a ce qu'on appelle les droits de poursuite. Souvent, on a besoin de renseignements. Souvent, on a besoin de coopérer avec certains pays pour limiter les dégâts. Et nous avons vu récemment les déclarations du Bénin par rapport au Burkina. Le Bénin demande toujours à ce que le Burkina les appuie dans cette lutte. Et nous avons aussi les résistances par rapport à certains pays frontaliers. Donc moi, je préconise qu'on coopère, mais qu'on ne coopère pas de façon à ce qu'on donne toujours la possibilité à certains de déstabiliser le système. Donc on coopère, mais la prudence. Parce que comme on l'a dit, les pays généralement n'ont pas d'amis, mais les pays ont des intérêts. Donc, en ce sens, l'AES doit-elle se méfier de cette coopération sécuritaire alors qu'elle accuse certains pays de la CEDEAO d'être à l'origine de déstabilisation de leur espace? Non, ce qui est regrettable dans tout ça, c'est le fait que nous gérons les problèmes de façon circonstancielle. Qu'à un moment, le Burkina aujourd'hui, qui est le grand allié du Mali et du Niger, était en tout cas celui qui était accusé d'être le cerveau de la déstabilisation ou en tout cas de la propagation du terrorisme en Afrique de l'Ouest avec l'ancien président Blaise Compaoré. Et donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les mécanismes de lutte contre le terrorisme se mettent en place en fonction des régimes. Or, les régimes, ils passent à un moment donné. Et donc, si demain, au Sénégal, avec Macky Sall, donc, il y avait une certaine méfiance entre le Mali, le Niger, le Burkina Faso, avec le Sénégal, quand Macky était là. Donc, il a fallu que Macky Sall parte du pouvoir et que la nouvelle équipe soit là aujourd'hui. Donc, pour qu'aujourd'hui, la confiance puisse revenir progressivement entre le Mali, entre les pays de l'AES et le Sénégal et d'autres pays. Donc, on voit clairement que c'est-à-dire que les dispositifs qu'on met en place se mettent en place de façon circonstancielle. Or, je pense que ce qui est regrettable, c'est ça. Donc, il faut travailler les choses de façon durable, de telle manière que ça puisse transcender les régimes. Les régimes peuvent venir, les régimes passent. Et donc, il faut mettre en place des mécanismes, des dispositifs de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest qui puissent transcender. Donc, mais des dispositifs également souverains. C'est-à-dire, c'est vrai que les pays de l'AES accusent ceux de la CEDEAO d'être manipulés par d'autres puissances. Certainement, c'est vrai. Mais ce qu'il faut aussi dire, en sortant en tout cas de toutes les manipulations, et donc en adoptant une posture scientifique, c'est aussi dire que les pays de l'AES également sont obligés en tout cas de se faire des alliés sur le plan international. Et donc, est-ce qu'à dire qu'aujourd'hui, si le Mali travaille avec Il a parlé de la force antiterroriste en attente de la CEDEAO. La CEDEAO est-elle prête à mettre en action cette force antiterroriste? Bon, la force antiterroriste, est-ce qu'elle est... Bon, je pense que quelqu'un l'a dit, les États n'ont pas d'amis.
les États ont des intérêts. Si les pays de la CEDEAO sont menacés par le terrorisme, et je crois que je l'avais dit, Soumano aussi m'avait rejoint un moment, si aujourd'hui, et même je crois Touré aussi, si aujourd'hui en tout cas les pays de la CEDEAO se tournent du côté des pays de l'AES, de leurs voisins de l'AES, pour parler le même langage en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, c'est parce que certains d'entre eux sont sérieusement menacés aujourd'hui. Et donc, face à cette menace, ils se disent, donc, il serait mieux qu'on mette les efforts ensemble avec nos voisins donc pour lutter contre ce phénomène-là. Mais j'ai dit, les solutions proposées, c'est ce qui pose problème, parce que c'est des solutions circonstancielles. C'est des solutions qui ne sont pas durables, parce que la crainte, c'est que si les régimes qui sont là aujourd'hui ne sont pas là, toutes ces solutions, tous les dispositifs mis en place vont partir à l'eau. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler de manière à sortir, à régler les problèmes de façon circonstancielle, mais plutôt de façon durable. D'accord. Cette coopération sécuritaire annoncée va se faire maintenant dans l'urgence ou bien c'est une annonce dans le futur? Bon, vous savez, je pense que c'est déjà de mise. Parce que déjà, la politique de défense des trois pays, elle est déjà connue. Hein. C'est que actuellement, l'État qui assure la présidence, c'est le ministre de la Défense qui a le leadership justement de cette politique de défense, de sécurité et tout. Et maintenant, le problème aujourd'hui, il faut aussi un état de fait, et là il faut le noter, parce que la CEDEAO reste une organisation internationale qui est reconnue, qui fonctionne sous les principes de fonctionnement du droit humanitaire. Et ça veut dire que le mécanisme de déclenchement de l'intervention justement de cette force d'attente doit respecter un certain nombre de préalables. Donc il y a des autorisations qu'il faudrait véritablement chercher à avoir. Et donc c'est ce qui fait que souvent le mécanisme est très lourd. Or, dans le cadre de l'AES, je comprends pourquoi les penseurs, les initiateurs de cette confédération, ont choisi plutôt ce modèle au lieu de prendre le modèle organisation internationale. Parce que là, c'est clair, c'est un État. Ça veut dire que les décideurs décident et puis ils agissent. Parce que c'est au nom de la légitime défense. Sinon, c'est difficile de pouvoir se protéger. Et quand les terroristes y menacent, vous savez, pendant longtemps, la notion de bandit armé n'avait pas de qualificatif, n'était pas, j'allais dire, condamné du point de vue du droit international. Ce n'était pas condamné. Donc les bandits armés, c'était une situation, c'est comme la contrebande, mais il n'y avait pas de mécanisme international qui puisse représenter, on pouvait prendre des mesures de sanctions, infliger des sanctions pour ceux-là qui seraient auteurs de ce genre d'action. Donc maintenant, avec l'évolution justement de la législation internationale, avec tout ce qui a connu comme droit humanitaire, les conventions qui ont été signées, aujourd'hui la question ne se pose plus. Maintenant, le défi qui se pose... Parlant de défis qui se posent, est-ce que la CEDEAO a le moyen de faire face, le moyen nécessaire, le moyen matériel et financier pour faire face à cette lutte contre le terrorisme? Alors, vous savez, il y a l'avantage peut-être de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO a signé certainement des conventions avec des grandes puissances. Je peux peut-être citer le cas de l'Iran, le cas peut-être de la Chine, etc., elle peut demander par exemple la mise à disposition des renseignements, elle peut peut-être même demander un soutien logistique. Et généralement, si la CEDEAO en tant qu'organisation signe des conventions du genre, et ça bénéficie à ses États membres. Alors maintenant, ce que l'AES devrait faire également, c'est à défaut d'avoir ce genre de conventions avec ces grandes puissances-là, c'est de faire de telle sorte que ces acquis que la CEDEAO a puissent bénéficier aux États de l'AES. Donc ça leur facilite le travail parce que leur mécanisme d'intervention est beaucoup plus souple que celui de la CEDEAO. Et je vous ai dit, il y a des préalables. Parce qu'il faudrait déjà que les États membres puissent tous donner leur accord. Ensuite, il faudrait passer par l'Assemblée. C'est un peu plus compliqué. Mais par contre, pour le cas de l'AES, on sent une menace. Si peut-être c'est demain c'est le Burkina qui préside la confédération, ou bien si c'est le Niger qui préside, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense informe ses autres collègues, paf, une décision peut être prise et on peut directement agir sans pour autant respecter, passer par tout le mécanisme lourd qui est celui de la CEDEAO. En 30 secondes, est-ce que cette coopération pourrait-elle mettre fin au terrorisme?
Alors, vous savez, moi, la question que vous posez, c'est comme si vous me dites, est-ce que toutes les actions, les bonnes actions peuvent mettre fin à la faim, peuvent mettre fin à la pauvreté? C'est un processus. Nous avons tous bon espoir qu'un jour, on serait dans un pays sûr. Mais il n'y a pas, pour le moment, personne ne peut donner cette garantie-là. On peut diminuer le niveau de l'insécurité, on peut essayer d'aller, j'allais dire, anticiper les velléités d'attaque, mais de dire qu'on va mettre fin à un processus qui est déjà ancré, c'est mon souhait, mais ça reste encore toujours un processus, de mon point de vue. Pendant ce temps, l'AES annonce la création de sa propre banque d'investissement pour le développement. Comment l'avenir de l'AES se dessine avec la création de cette banque d'investissement qui va intervenir certainement dans le domaine de la lutte contre le terrorisme? Bon, comme je l'avais dit au départ, c'est un processus qui est en cours parce que dans le domaine de la souveraineté, j'allais commencer par ça, mais nous avons la souveraineté économique, c'est-à-dire il faut la monnaie. Et si on parle des États-Unis, la Chine, c'est la monnaie, c'est l'identité culturelle. Donc il n'est jamais trop tard pour que l'AES effectue un pas de plus vers l'autonomie. Et cette banque, certainement, c'est un travail vraiment abattu qui certainement risquerait d'éloigner de plus en plus la CEDEAO et l'AES. Mais cette banque aura pour tâche une facilitation de la réalisation des projets structurants et ce qui certainement va prendre en compte les dépendances vis-à-vis de l'extérieur. Pour l'anecdote, la plupart des observateurs avertis pensaient que les transactions, les achats, tout se passe par on contourne le système bancaire, mais avec notre banque, la Banque des États, la banque d'investissement, ça va nous donner la chance directement pour nous, pays de l'AES, d'être dans le système international et de s'affranchir des dépendances au fur et à mesure. Maintenant, pour répondre un peu à la question que tu avais posée ici, concernant l'opérationnalisation de la force unifiée. Donc, ce que les gens pensaient, c'était pas. La force unifiée, elle est différente des forces nationales. C'est-à-dire que c'est des forces nationales qui vont donner les hommes avec un état-major, opération avec un système autonome qui peut être opérationnel sur demande. Il ne s'agit pas de dire que les soldats sont là, cantonnés, mais au besoin, ils seront mobilisés pour accompagner les patrouilles mixtes. Donc c'est comme ce qu'on a voulu faire avec les G5 Sahel qui n'a pas marché à son temps. Donc cette banque, pour moi, ça va renforcer l'autonomie et ça va rendre de plus en plus indépendants nos États vis-à-vis du fonctionnement, que ce soit le terrorisme, que ce soit sur le plan du développement. Alors, quelles pourraient être les retombées économiques, selon vous, de cette coopération entre l'AES et la CEDEAO? Bon, à ce stade, on peut parler des mots, c'est des phrases. Parce que, comme on l'a dit, en politique, les orientations changent. C'est des souhaits. Parce que, comme on dit, les choses évoluent. Si la CEDEAO garde la même dynamique du respect vis-à-vis de l'amitié, et de ce qui nous unit plus que ce qui nous éloigne. Et que la CEDEAO accepte de faire des réformes, qu'elle joue franc jeu, je pense que la coopération pourrait avoir lieu. Mais à ce stade, c'est des mots, c'est des discours. Et je sais quand même que l'AES a un pas en avant sur la CEDEAO en matière de lutte contre le terrorisme. Parce qu'il y a un État, un espace commun formé par 3 États pour lutter. Or, les États membres de la CEDEAO, c'est individuellement qui sont pris par le terrorisme. Donc, il n'y a pas, jusqu'à présent, c'est des mots, force en attente, force. Donc, ils sont tous dans la phase théorie, mais l'AES est toujours dans la phase pratique avec 2 ou 3 années d'expérience en cours. Bakabini Keïta, la création de la banque avec un capital initial de 500 milliards de francs en CFA, jusqu'où cette banque-là va nous amener selon vous? D'abord, je ne sais pas si vous avez écouté le ministre de l'économie et des finances. Il a dit que la création de la banque répond à la fois à un besoin économique, et ce qui est évident, mais elle ne répond pas seulement donc, aux besoins économiques, elle répond également à un besoin politique. C'est-à-dire, la création de la banque va contribuer à renforcer, consolider la souveraineté
à la fois économique, financière et politique des États de l'AES. C'est ce que je disais il y a quelques instants, qu'au fait, si les pays de l'AES n'avaient pas pensé à créer ces infrastructures économiques et financières, donc il fallait vraiment les inventer, pour la simple raison, vous avez vu comment toutes les constructions au niveau de la superstructure de la CEDEAO avec les États de l'AES sont tombées. C'est-à-dire politiquement, tout ce que la CEDEAO a construit avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso, on peut dire qu'aujourd'hui, tout ça est tombé. Mais ce qui est resté, c'est les bases économiques. À savoir le commerce qu'ils ont les uns avec les autres, les infrastructures financières qu'ils ont bâties ensemble. Donc c'est là qui reste. Et je pense que si demain, on arrivait, en tout cas si aujourd'hui on arrive à mettre en place cette banque-là, et si demain il arrivait que quelque chose arrivait politiquement sur le plan politique à un des pays de l'AES, ce qui va exister, ce qui va rester, c'est effectivement les infrastructures qui vont rester. Et donc, qui peuvent être récupérés plus tard. Donc, on n'est pas là encore, on est dans l'AES. Je pense que le ministre a raison. Donc, il faut aller vers la concrétisation. C'est-à-dire que l'AES ne sera jamais concrétisé si on ne va pas vers des initiatives de ce genre. Donc, on a tenu des beaux discours sur le plan politique, discours de la souveraineté, discours de du nationalisme. Tout ça, c'est... Tous ces discours-là sont beaux. Mais il faut aller à des actions concrètes. Il faut aller à des constructions matérielles. Comme par exemple, un des exemples, c'est cette banque-là. Il y a tant d'autres également choses. Le président Alpha Condé, à un moment, avait effectivement dit que le problème des pays africains, si par exemple la Côte d'Ivoire produit du ciment, au lieu que le Mali produit du fer, le Mali aussi va faire son usine de ciment. Donc, ce qui serait mieux, c'est de faire en sorte, c'est de se partager les efforts. S'il y a l'usine de ciment quelque part, il faudrait qu'il y ait une autre usine, mais il ne faut pas se répéter. Mais pourquoi les gens se répètent? C'est parce que également, si on ne se répète pas, dès qu'il y a un changement, donc maintenant, il y a des sanctions. On va terminer sur ce point en tour de table. La CEDEAO est confiante, en tout cas, quant à un retour du Mali, du Niger, du Burkina Faso au sein du bloc régional, a déclaré ce mercredi le ministre nigérien des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, lors du lancement du 50e de l'organisation. Est-ce possible, selon vous? Bon, à ce stade, moi, je ne crois pas un retour possible. À l'heure actuelle, je pense que la CEDEAO et l'AES, telles que les choses sont en train de se construire, elles peuvent s'entendre sur tout, sauf sur une question, la question politique, c'est-à-dire notamment l'organisation des élections. Aujourd'hui, les pays de l'AES n'ont pas du tout leur tête dans la tenue des élections. Or, s'il y a un principe qui est central, je ne dis pas, je n'oublie pas le fait que les élections sont trichées, les mandats sont mais aujourd'hui, si hier l'AES, les pays de l'AES pouvaient reprocher ça aux pays de la CEDEAO, malmener la démocratie, aujourd'hui, il est extrêmement difficile qu'au niveau de l'AES, qu'on puisse reprocher ça à la CEDEAO. Parce que les pays de l'AES sont aujourd'hui dans cette logique. Ce qui est enterré aujourd'hui, c'est effectivement la démocratie, c'est les élections qui sont enterrées au jour où nous sommes. Donc sur la question, il serait extrêmement difficile que les deux entités s'entendent. La CEDEAO reste confiante quand même, ils l'ont annoncé hier, mercredi, comme quoi elle reste confiante quant au retour de l'AES. Est-ce possible? Est-ce qu'il y a une possibilité que l'AES retourne dans... Déjà, moi je vais dire avec l'expérience, impossible n'existe pas dans mon dialogue. Non, je dis l'impossible. L'impossible n'existe pas. Je sais même aujourd'hui pourquoi. Il y a plusieurs formes de retour. Ce qui est simple, par exemple, c'est que si l'AES vient dans l'AES et dans la CEDEAO, c'est une manière de retourner. Donc ce n'est pas le Mali, c'est pas le Mali qui est venu directement, ou c'est pas le Burkina qui est venu directement, ou c'est pas le Niger, c'est l'AES qui revient. Ça, c'est une première possibilité. Ça, c'est pas excluant. Il peut aussi arriver que les États reviennent, mais en tant qu'observateurs. Donc on ne leur applique pas toutes les contraintes, comme s'ils étaient
des membres à part entière. Ça aussi, c'est possible. On ne parle pas d'un demi-retour. C'est pour ça que j'ai dit que tout est possible. Moi, je vois le verre à moitié plein. Moi, j'ai toujours défendu le fait qu'on puisse rester dans la CEDEAO et faire nos déclamations. Mais si on est sorti, la décision a été prise, moi, je soutiens encore les autorités. Mais, encore une fois, dans les négociations, tout est possible. Maintenant, ça, c'est mon point de vue. Et je voudrais, avant de peut-être passer la parole, je voudrais aussi donner mon point de vue sur la création de la banque. Et c'est bien. Déjà, j'ai dit, pour moi, on a l'expertise. Ça ira très vite. Mais tout le problème qui va se poser, certainement, qu'il faudrait anticiper, c'est le partage des postes stratégiques. Ou qui va abriter le siège? Est-ce que ça va être le premier responsable? Les ministres des Affaires étrangères ont annoncé que cette question reviendra aux chefs d'État qui vont décider de là où la banque... J'ai compris, j'ai dit qu'il faudrait qu'on puisse trouver le juste milieu qui va abriter le siège, parce que celui qui abrite le siège, il y aura plus de création d'emplois dans ce pays, etc. Qui va occuper, est-ce que le poste, parce que vous avez vu sous d'autres cieux, le premier responsable des structures du genre, c'est un pays qui se donne ce privilège-là de le garder tout le temps. Même au niveau international, si vous voyez la Banque mondiale, vous voyez le FMI, c'est toujours soit un Européen, soit un Américain. Est-ce que nous, on va aller dans ce sens? Est-ce qu'on va changer? Et ensuite, ce qui est intéressant également, c'est de voir dans quelle mesure on peut mobiliser des ressources. Et comment aussi capitaliser l'épargne. Parce que nous avons une diaspora très forte. Le Mali fait partie des 3 pays. Nous avons, parmi les 3, on a une diaspora très forte qui est prête à investir dans les pays. Et aujourd'hui, 500 milliards de capital pour moi dans le développement de ces 3 pays avec tous les défis qu'on a, notamment les défis énergétiques, les défis de peur des infrastructures agricoles, etc. Il faudrait vraiment avoir une intention d'aller jusqu'à 5 000 milliards pour pouvoir mobiliser et chacun doit se mettre à la tâche. Ça, c'est mon point de vue. On va donner la parole à Touré. Qu'est-ce qui fait espérer la CEDEAO à un probable retour de l'AES au sein de l'organisation? Bon, comme je le disais, il y a toujours les effets de médiation qui continuent, parce que Diomaye Faye l'avait dit, le président sénégalais, pourquoi ne pas maintenir l'AES au sein de la CEDEAO? Maintenant, maintenir comment? C'est la grande question, les 2 entités étant autonomes. Et pour rejoindre Tchani, il disait à son tour que c'est une décision irrévocable, que l'AES a tourné le dos à la CEDEAO. Donc c'est pour dire que les tentatives sont là, des réconciliations. Mais ce qui diffère, c'est qu'il y a une rupture idéologique. Elle est palpable, elle est concrète, parce que pour la CEDEAO et les autres, je pense que la priorité, c'est la politique, les élections. L'AES, c'est la sécurité, la survie, l'existence. Il faudrait exister d'abord, se stabiliser, et pour pouvoir ouvrir la voie à l'organisation des élections. Donc si nous prenons un exemple du cas concret, le cas du Mali, nous avons le plan gouvernemental, le PAG. Les élections existent, nous avons une mise en charge des élections, nous avons la loi des finances, nous avons l'EJ, mais les conditions ne sont pas encore créées pour aller vers des élections stables et crédibles. C'est-à-dire qu'il faut stabiliser le pays d'abord avant d'aller vers les élections. C'est-à-dire que l'AES priorise la sécurité d'abord avant les élections. Donc, pour ne pas dire que l'AES n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'élections. Donc forcément, au moment où les conditions seront réunies, il y aura forcément l'organisation des élections. D'accord. Vous voulez dire quelque chose? Non, je voulais simplement dire, il ne faut pas, dans le PAG du gouvernement malien, il est clair qu'il n'est pas question d'élection, il est question des conditions qui puissent permettre l'organisation, la tenue des élections. Ça, c'est différent. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, les pays de l'AES n'ont pas leur tête dans les élections. Et tant qu'ils resteront sur cette base-là, il est extrêmement difficile au jour où nous sommes, tant que cette question ne sera pas réglée. Donc, le retour individuellement ou collectivement, le retour des pays de l'AES dans la CEDEAO n'est pas envisageable. N'est pas envisageable. Donc il faut que j'intervienne, je ne sais pas. Je dis clairement, la priorité au sein de l'AES n'est pas les élections. Il faudrait créer les conditions en ce juin. C'est-à-dire, on ne peut pas juger quelqu'un en son absence. La CEDEAO a son agenda, l'AES a son agenda. Nous vivons des situations d'insécurité où il faut apporter la sécurité avant d'aller aux élections. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur l'AES-CEDEAO vers une lutte commune contre le terrorisme. Et nous étions avec Dr Bakabini Keïta, enseignant-chercheur à l'ENSUP, École normale supérieure, Cheikh Oumar Soumanou, spécialiste en diplomatie, paix et gouvernance, Dr Ahmadou Touré, chercheur en sciences politiques, paix et sécurité au Mali. Ce débat
vous a été présenté par Imrana Akilo Meiga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.